C'est l'heure des Jeux de Paris, troisième jour de compétition avec un programme encore chargé. Ce soir, on va parler de rugby, de tennis, d'équitation, de VTT, de canoë et tout ça. On va le faire avec vous, Sylvain-Henri Cissé. Bonsoir. Bienvenue, Sylvain-Henri. Très heureux d'être là. Notre consultant pendant toute la durée de ces Jeux. On va commencer tout de suite par l'homme en or de la journée. Il s'appelle Nicolas Gestin, qui est devenu, à 24 ans, Sylvain-Henri, champion olympique de canoë slalom sous les yeux de Tony Estanguet. C'est le patron de ces Jeux de Paris et légende de la discipline. Triple médaillé d'or, on s'en souvient, olympique, Tony Estanguet. Le Breton qui a tenu son rang, deuxième des derniers championnats du monde. Il a devancé le Britannique Adam Burgess. Et c'est pas n'importe qui, c'est un quintuple médaillé mondial. C'était le bon jour pour briller devant Tony Estanguet, non ? Oui, surtout que le comité olympique s'est empressé de produire une photo où on voit Gestin à côté de Tony Estanguet quand il était tout petit. Vous savez, c'est un peu comme Mbappé et Zidane, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une filiation et c'est aujourd'hui qu'il a décidé justement de lui redonner ce qu'il lui avait bien pu lui procurer quand il était jeune. Alors c'était sur le plan sportif, c'était un parcours très technique, surtout vers les portes 8, 7, 8, 9, qui étaient très difficiles, mais à passer avec beaucoup de brio. Il y avait 23 portes à franchir, les 6, 7, 8 qu'il a franchis pour enfin remporter et devenir champion olympique, avec quand même un héritage très lourd, parce qu'il y a Denis Gargaud, il y a Tony Estanguet qui avait été champion olympique. Il y avait ces deux tutelles qui étaient présents, qui étaient présents. Avec Surman qui était là, mais il a réussi, c'est très très bien, c'est une très belle histoire. Et il a résisté à la pression, mais il était soutenu aussi par tout ce public. On va continuer à dérouler évidemment la journée côté français, mais on va tout d'abord prendre la direction du Stade de France où nous attend notre invité du soir, Abdelatif Benazi, ancien capitaine du 15 de France de rugby, donc à 15, avec encore une belle soirée ce soir, Abdelatif, au Stade de France, et un quart de finale de l'équipe de France féminine. Oui, effectivement, on est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel après ce rêve qui a été réalisé par les garçons. On est en train de suivre les filles qui sont qualifiées bien sûr en quart de finale, qui vont rencontrer le Canada ce soir. Donc donc on voudrait perpétuer et continuer ce partage et cette ambiance énorme qui est dans ce stade avec un record qui est battu. On n'a jamais vu plus de 65 000 spectateurs tous les jours, voire 2 sessions aussi par jour. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc le rugby à 7 prend un essor assez fort dans ces Olympiades. Et je crois que en tant que vice-président de la fédération, en tant qu'ancien capitaine de l'équipe de France, c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on le laisse insensible. Il faudra surfer sur ça, sur le plan de développement d'ailleurs, non seulement en France, mais surtout dans le monde. Puisque déjà la politique de la fédération, notamment en Afrique, c'est quelque chose qui va très bien à ces continents pour le rugby à 7, que ce soit les filles ou les garçons, c'est une discipline qui se prête très bien. Donc voilà, ces Olympiades, c'est assez fort. J'allais vous en parler justement, Abdelatif, c'est vrai, quelle promotion ces JO pour le rugby à 7, pour le rugby à 15, avec des records d'affluence qui ont été battus, notamment pour un match de rugby féminin. Écoutez, pour un sport qui a été admis que depuis 2 Olympiades, je pense qu'en parlant avec les gens de CIO ici et puis World Rugby, on est assez impressionné de l'engouement. Vous savez, il y a une ambiance terrible dans ce stade. Il y a presque de 50% de personnes qui n'ont jamais vu le rugby à 7 ou le rugby tout court et qui sont au stade parce que c'est les Jeux Olympiques. Vous savez, c'est un événement mondial. Ils découvrent, ils tombent sous le charme, il y a une ambiance terrible. Et puis surtout, ils voient que c'est quelque chose qui est séduisant en termes de règles qui sont beaucoup plus simples que le 15 et donc qui est beaucoup plus accessible à tout débutant de rugby. Et c'est ça, il ne faudra pas rester insensible à ça, il faudra construire ce socle assez fort pour non seulement perpétuer ce rugby à 7 qui est d'ailleurs déjà admis dans toutes les ligues françaises pour des tournois qui sont organisés pour les jeunes, les cadets, les minimes, les juniors et tout ça, mais aussi en dehors sur le plan mondial parce que c'est un sport qui va très bien, notamment pour le continent africain dont la France est très attachée. Vous parlez du continent africain, Abdelatif, c'est Sylvain-Henri Cissé. Qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer de vos accords avec la Fédération sud-africaine de rugby ? Je crois que vous pouvez maintenant, d'ores et déjà, nous donner un petit scoop sur France 24. Non, je pense que le développement du rugby tout court, le rugby, c'est pas un sport global, comme on dit, c'est pas un sport mondial depuis des années. Et on voit que l'influence, on est le deuxième sport
je dirais, médiatique en France. Et dans la politique toujours qui a été celle de la France, c'est de pouvoir amener un petit peu ces ressources humaines, ces techniques, ces cadres techniques dans des pays qui nous demandent un peu de l'aide. Et je pense que le développement de ce sport, non seulement pour l'Afrique, pour parler que de ce pays, puisque de ce continent qui est proche de nous, je dirais, ne peut pas se faire qu'avec World Rugby, avec une politique, je dirais, de l'instance internationale. Ça peut se faire par des grandes fédérations. Et là, le rendez-vous qu'il y a eu la semaine dernière avec la SARU, la fédération sud-africaine qui est championne du monde, je rappelle 4 fois, la fédération française dans le Nord, on peut s'appuyer sur ce rugby Afrique et sur la politique de World Rugby pour ramener nos compétences et développer ce sport, et notamment le rugby à 7, qui va tellement bien pour ces pays, pour ce continent-là. Donc, il ne faudra pas rester avec tout ce qu'on est en train de vivre, les bras croisés. Je crois que ce qui est en train de se passer, on est en ébullition devant ces idées-là. Il faudra qu'on y aille. Et le fait d'avoir une grande fédération comme l'Afrique du Sud à côté de nous, je pense qu'il y a de bonnes perspectives à aller vers un développement dans un continent dont on aime tous. Donc je note, Abdelatif, qu'il y aura donc des choses à présenter dont nous parlerons très prochainement avec l'Afrique du Sud, dont vous ne voulez pas parler pour l'instant. Revenons sur le match des garçons et la finale. Moi, j'ai noté un moment qui était vraiment extraordinaire. C'est quand l'équipe de France est rentrée en marchant tout doucement sur la pelouse, comme s'ils voulaient profiter de ce moment, comme s'ils arrivaient à l'aboutissement du projet A7, parce que c'est bien de cela dont nous parlons, d'un projet de l'équipe de France A7, Abdelatif. Écoutez, la fédération, ça fait des années avec la Ligue maintenant française de rugby qui a pris à bras le corps cette discipline. Donc elle a investi beaucoup avec les World Series qui se passent un peu partout dans le monde. La France, je le rappelle, a été champion du monde. Elle a remporté les World Series à Madrid. Et donc avec Dupont qui a voulu faire les Jeux Olympiques, on a soutenu jusqu'au bout. Et avec les filles qui sont championnes du monde. Donc voilà, donc c'est un événement qui se passe chez nous, à Paris, devant un engouement énorme. Il n'y a qu'à écouter les joueuses et les joueurs qui disent qu'ils veulent savourer chaque moment. C'est pour ça que la concentration est extrême. On a eu du mal un peu rentrer dans la compétition pour les garçons, mais vous avez vu le finish que c'était. Voilà, donc j'espère que ça se passera la même chose pour les filles. Mais encore une fois, voilà, voilà, et je pense que ça va le faire parce qu'on a quand même une communion avec les spectateurs qui sont avec nous. Le match d'équipe des filles, il est à 10h30 le soir et tout le monde, le stade, il est plein déjà, mais c'est ça qui est beau. Voilà, donc tout ça fait qu'à un moment donné, on a envie de faire durer le plaisir. Il y a encore la journée de demain et voilà, et on voudrait clôturer ces Jeux Olympiades avec non seulement des médailles, mais surtout laisser une empreinte ancrée dans les Jeux Olympiques et surtout que le rugby à 7 soit quelque chose qui fera partie du langage du monde du sport. Et il a déjà marqué cette Olympiade, le rugby à 7, avec donc cette première médaille d'or apportée à la France face à une équipe des Fidji qui n'avait jamais perdu un seul match dans un tournoi olympique. Ça continuera, on l'espère et on leur souhaite, au rugby women, c'est comme ça qu'on dit, du rugby à 7. C'est ça, qui doivent battre la Nouvelle-Zélande. Et ça absolument. va être très compliqué. Demain. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une belle promotion et une belle communion avec le public. Vous avez redécouvert les images, notamment de cette communion au Club France des rugbymen français. Merci à vous, Abdelatif Benazi, de nous avoir rejoints sur France 24 ce soir. On vous laisse aller profiter de ce quart de finale au Stade de France et de ce public, de cette effervescence. Les infos à retenir, les autres infos à retenir de la journée. Sylvain Henry, des bleus en argent. Très en argent aujourd'hui, ce lundi. Les archers français, Baptiste Hadis, Thomas Chiraud et Jean-Charles Valadon, qui sont devenus vice-champions olympiques par équipe, battus en finale par les intouchables sud-coréens 5-1. On parle de tir à l'arc. Il s'agit de la 4e médaille française aux Jeux depuis l'apparition de la discipline sous la forme actuelle, et c'était au programme olympique en 1972. Vraiment intouchable en finale, c'est sud-coréen. Intouchable. Rien à regretter côté français. Rien à regretter. Il faut savoir que les Coréens au tir à l'arc, c'est comme les Néo-Zélandais en rugby, c'est comme les Jamaïcains en sprint. On ne peut strictement vraiment rien faire. Et on l'a vu lors de cette finale, c'était des véritables machines de guerre. Ils alignaient 10 sur 10 sur 10 sur 10. Donc les Français sont plutôt satisfaits et contents de cette médaille d'argent. C'est un bel alliage, vous savez, c'est Jean-Charles Valadon qui est l'ancien, qui est le vétéran de cette équipe. Qui avait déjà décroché l'argent à Rio et qui était avec des plus jeunes. Maintenant, on va rentrer dans 2 tableaux. Il s'agit
du tableau individuel où les Français pourraient là aussi remporter des médailles et bien sûr le concours mixte avec les femmes où là aussi les Français peuvent décrocher des médailles on l'espère. Allez, de l'argent encore une fois sur la colline d'Elancourt, c'est le point culminant de la région Île-de-France. Hier, Pauline Ferrand-Prévot décrochait, était sacrée chez les femmes. Aujourd'hui, on y a cru jusqu'au bout pour Victor Koretsky, coiffé quasiment au poteau par Tom Pidcock. C'était un mano à mano. Il a fait la course en tête quasiment de bout en bout. Il a crevé Tom Pidcock c'était dans le quatrième tour. Et il est finalement revenu sur la tête de course. Ils se sont disputés cette médaille d'or jusqu'à une centaine de mètres de la ligne. Et finalement, c'est le Britannique qui l'emporte. Non, mais moi, je suis assez en colère, là, en fait. Même si je suis très content que Karowski ait gagné une médaille d'argent, mais je crois qu'il a manqué un tout petit peu, vous savez, de ce qu'on appelle la grinta, la hargne. Quand il est justement dans ce mano à mano avec Pidcock, où le Pidcock, qui est un Anglais, donc il pousse un peu de l'épaule. Joue les coudes un petit peu. Un peu les coudes, c'est normal, c'est un Anglais. Qui a joué un peu les coudes pour écarter le Français. Là, il aurait dû essayer de le gratter un tout petit peu pour ce qui aurait permis de remporter cette médaille d'or. À sa décharge, je crois que justement sur cette lutte à mano là, ouais. Il déchausse. Il déchausse parce que justement, Pidcock l'avait un tout petit peu poussé. C'est cette grinta qu'il a manqué. Il va se contenter de l'argent. À l'arrivée, il avait des larmes, mais bon, il a une médaille d'argent. Il est quand même médaillé olympique, à défaut d'être champion olympique. Allez, de l'argent encore au concours complet à Versailles pour les Bleus dans cet écrin somptueux face au Grand Canal. Ils ont eu les nerfs solides, Karim Lagouag, Nicolas Touzin et Stéphane Landois lors du saut d'obstacle pour terminer deuxième derrière la Grande-Bretagne, championne olympique en titre. Après l'or à Athènes et à Rio, le bronze à Tokyo. Un nouveau podium olympique, c'est la régularité qui paye aussi là côté français. Complètement régularité aussi du côté anglais qui n'a fait tomber qu'une seule barre, contrairement à des Français qui en ont fait tomber plusieurs. Et il y avait aussi une émotion particulière, puisque Stéphane Landois pensait à son ami Thaïs Meurst, qui était une cavalière qui est décédée il y a 5 ans. Dont il a récupéré le cheval. Les parents de Thaïs étaient là, dans les gradins. Et je pense que ce trio a peut-être été un peu marqué par le souvenir de Thaïs et par cette émotion très très forte. Mais là aussi, on peut se réjouir. C'est une très belle médaille d'argent. Ils sont peut-être allés justement chercher cette médaille. Exactement. Aussi pour cette raison. Encore une autre médaille d'argent décrochée en judo chez les moins de 73 kilos. Johan Benjamin Gaba monte sur la deuxième marche d'un podium olympique après plus de 9 minutes de combat face à l'Azerbaïdjanais Hidayat Eidarov, numéro 1 mondial et grand favori du concours. Journée idyllique pour le judoka français qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Ça termine quand même avec une médaille d'argent. Gaba qui est arrivé en outsider, puisque pour l'instant, à son palmarès, il avait une médaille de bronze au championnat du monde. Il faisait partie justement de ces combattants qui sont en deuxième rideau, où tout au fil de la journée, il est monté en puissance jusqu'à combattre Aidarov. Alors là, un sacré client, numéro 1 mondial, qui lors de ses 7 derniers tournois internationaux en a remporté 6. Donc il y avait... On peut se dire que sur le papier, peu d'espoir, peu de chances qu'il l'emporte. Et je pense que le destin aurait changé si Gaba avait passé cette technique lors des 20 premières secondes qui aurait pu lui permettre de décrocher le Wazari. Après, il aurait été en contrôle et là, il pouvait remporter l'or. Finalement, Aidarov, il a eu quoi? À l'expérience et à la technique. Nous avons un Gaba qui a 23 ans, Aidarov qui a 27 ans. Vous comptez 27 ans, c'est quoi? C'est Los Angeles. Eh bien, il va falloir que Gaba maintienne le cap, qu'il soit sérieux et peut-être il pourra y chercher cette fois-ci une médaille d'or à Los Angeles. Une dernière marche à gravir pour le judoka français à Los Angeles dans 4 ans, les prochains Jeux Olympiques. Et puis elle était en argent, elle à Tokyo. Elle décroche le bronze à Paris. Sarah Léonie Sizik qui est sur la dernière marche du podium, mais quand même sur le podium de la catégorie des moins de 57 kilos. Elle a fait une erreur, vous savez, cette erreur, c'est l'erreur des débutants en demi-finale, c'est-à-dire qu'elle va mettre le doigt dans la manche du kimono de son adversaire, ce qui est totalement interdit. Et elle va être éliminée avec 3 fautes sur une décision des juges. Elle va se rattraper avec une médaille de bronze et c'est mérité, c'est vraiment mérité parce que c'est une combattante. Moi, j'ai adoré cette agressivité. Il fallait la voir en coulisses, de quelle manière elle se préparait. Elle a cette force, cette grinta dont je vous parlais, la grinta qui n'a pas permis de remporter l'or, mais qui quand même, elle remporte. Cette hargne qu'on sent chez les judokas français, clairement, cette année, dans cette Olympiade, on l'espère jusqu'au bout avec Teddy Riner, avec Clarisse Agbenenou. Grâce au public. Grâce au public, préciser, du dojo, effectivement, du Palais Flair. Dans tous les stades et dans le dojo, est vraiment extraordinaire. Absolument, et c'est souligné absolument partout. Allez, direction l'escrime, où là aussi, l'ambiance, elle est un petit peu folle au Grand Palais, où nous attend Cédric Ferreira, avec, là encore, Cédric, des médailles attendues ce soir, des médailles assurées même côté français. Il y aura encore, assurément, ce soir, une médaille d'or côté tricolore.
Vous parliez de l'ambiance un petit peu folle. Non, l'ambiance est extraordinaire ici dans ce grand palais depuis le début des compétitions d'escrime. On se régale vraiment, le public qui soutient les Français à fond. Et effectivement, il y a déjà 2 nouvelles médailles pour l'escrime d'assurer. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on va assister à la première finale 100% tricolore de ces Jeux. Ça se passera en sabre féminin entre Sarah Balzer et Manon Apiti-Brunet. Les 2 Françaises qui se sont brillamment qualifiées pour cette finale. Sarah Balzer qui a éliminé l'Ukrainienne Olga Karlan, pourtant quadruple médaillée olympique, mais ça n'a pas suffi à impressionner la Française. Victoire 15-7, très très large, sans suspense quasiment. Et Manon Apiti-Bruner, elle, a éliminé Sebin Choi, la sud-coréenne, 15-12, un peu plus serré, mais la Française a toujours été devant au tableau d'affichage. Donc là aussi, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de suspense. Le public a pu savourer ce spectacle. Alors pour les suiveurs de l'escrime, voir les 2 Françaises en finale, ce n'est pas forcément une surprise, car Sarah Balzer a longtemps été numéro 1 mondial cette saison. Manon Apiti-Brunet est, elle, de son côté, la 3e sabreuse mondiale actuellement. Elle avait remporté le bronze à Tokyo il y a 3 ans. Elle a l'occasion de faire beaucoup mieux cette fois-ci. La seule petite déception de la journée au niveau de l'escrime, c'est du côté du fleuret masculin. Élimination en quart de finale d'Enzo Lefort et Maxime Poty. Cruelle élimination d'ailleurs pour les 2, à chaque fois battus par un tout petit point d'écart. Mais nous avons croisé Maxime Poty dans les couloirs de ce grand palais juste après son élimination. Évidemment, il y a de la déception, mais comme un champion, il est déjà projeté vers le prochain match, puisque Enzo Lefort et Maxime Poty vont revenir ce dimanche lors du match par équipe. L'équipe de France qui avait remporté par équipe le titre olympique à Tokyo il y a 3 ans. Alors ils ont bien la ferme intention, les Français, de conserver ce titre. Enzo Lefort et Maxime Poty qui ont donc rendez-vous dimanche prochain. Et oui, ça continue aussi pour eux. Merci Cédric, vous étiez devant le Grand Palais. Ces sites somptueux, il faut le dire, de Paris 2024, on ne s'en lasse pas. Voilà pour la page sportive, la page ambiance, puisque les Jeux, c'est aussi l'ambiance et le monde qui est à Paris. Autre attraction à voir dans la capitale à l'occasion de ces Jeux, la vasque olympique qui a été allumée vendredi dernier dans le jardin des Tuileries en forme de montgolfière 100% électrique. Et on se bouscule pour l'approcher de près. La billetterie a même été prise d'assaut, regardez. Tous les soirs au coucher du soleil, portée par la foule, la vasque olympique attire tous les regards et s'offre un moment suspendu dans le ciel de Paris, à 60 mètres du sol et jusqu'au cœur de la nuit. Avant de reprendre sa place dans le jardin des Tuileries, sous le regard d'un public émerveillé. Unique, donc c'est vraiment chouette. Et puis effectivement, le fait que ça se lève le soir, enfin voilà, ça illumine encore plus Paris, donc c'est vraiment chouette. Cette vasque est hors du stade, elle vole le soir, c'est une expérience unique. C'est Paris. Le chaudron et sa flamme d'eau et de lumière sont déjà un des symboles des Jeux Olympiques de Paris. Et ils sont nombreux à vouloir l'approcher. 100 000 réservations ce week-end et une billetterie prise d'assaut. Les créneaux sont complets jusqu'à la fin des JO. Pour ces touristes sans billets, il faudra rester à distance. Ici, on vient le voir, mais bon, plus ou moins près, puisqu'on ne peut pas trop s'approcher, sauf réservation, et apparemment, ça a beaucoup de succès. On n'a pas pris les billets, on ne pensait pas qu'il fallait des billets et un QR code pour accéder, mais on va peut-être essayer cet après-midi s'il y a quelques créneaux possibles. Pour les plus chanceux, de nouvelles places étaient disponibles ce matin. Pour les autres, il faudra patienter et espérer. Des voix s'élèvent déjà pour que ce ballon extraordinaire s'installe définitivement après les Jeux. Allez, on prend la direction maintenant de l'Hôtel de Ville. C'est là que se trouve l'une des nombreuses fan zones de ces Jeux. C'est là-bas que nous retrouvons également Clovis Caselli. C'est l'un de nos reporters du service reportage mobilisé sur toute la durée de ces Jeux. Clovis, on découvre aussi avec vous tous ces lieux qui célèbrent et vivent au rythme des Jeux avec une belle ambiance tout au long de la journée autour de vous. Absolument, une actualité légère, ça fait du bien aussi regarder des centaines de personnes dans des tribunes qui regardent sur des écrans géants les JO. Nous sommes ici à la fan zone d'Hôtel de Ville, qui est la plus grande fan zone gratuite de Paris. À capacité maximale, 3000 personnes. Et je peux vous dire qu'il y avait 3000 personnes tout à l'heure, malgré des températures très chaudes. Et on va voir un petit peu ce que c'est que l'ambiance ici avec Xavier et Stella, qui sont ici pour les JO, bien sûr. Parlez-moi un petit peu de cette ambiance, c'est comment ?
Alors c'est assez fou, en fait nous on est venu à la base pour le bingo drag de Mini Majesté qui était juste là. Et on est resté parce que l'ambiance elle était super, vraiment ça nous a pris, là on a vu le match de hand, c'est super. Oui, on n'a pas l'habitude de regarder des matchs de sport, mais là le soleil est là, l'ambiance est là, il y a de la musique, du coup on s'est dit pourquoi pas rester en fait. Et vous me disiez tout à l'heure qu'à la base, vous n'êtes pas forcément des fans des JO et il y a beaucoup de gens autour de vous qui critiquaient un petit peu les JO. Est-ce que ça change ? La critique est à raison et on n'oublie pas non plus toutes les personnes expulsées de logement social à cause des JO et tout ça. Mais ça ne change pas que là, l'ambiance, elle est au rendez-vous et on arrive à montrer qu'on arrive à faire de la diversité aussi dans ces JO. Et donc ça, voilà, notamment avec la cérémonie d'ouverture de Thomas Joly qui était incroyable. Et cette ambiance avec ces concerts, c'est ça aussi les fan zones ? Oui, c'est clairement pour ça aussi qu'il y a du monde. Enfin, il y a d'autres fanzones mais beaucoup plus petites et ici il y a vraiment une très très bonne ambiance. Les gens sont là donc je pense que ça aide vraiment. Merci beaucoup. Et donc regardez, il y a des stands, il y a à boire, il y a à manger, il y a un peu pour tout le monde. Il y a aussi des animations, des terrains de basket, un jeu de boules juste à côté. Et puis, bien sûr, énormément de familles venues du monde entier. On a parlé avec des Américains, il y a des Mexicains, des Brésiliens, beaucoup d'Anglais et bien sûr des Français qui sont venus d'un peu partout en France. Je connais votre taille, Clovis, et je suis un peu déçu de ne pas avoir eu ma démonstration de basket. J'espère que je l'aurai pendant cette quinzaine. Clovis, aujourd'hui, avec les équipes de France 24, vous avez aussi recueilli la réaction du premier athlète africain médaillé dans ces Jeux Olympiques, le Tunisien Fares Ferjani. C'était en escrime. Absolument, il vient d'une famille d'escrimeurs. Il n'a pas remporté l'or, il a remporté l'argent ce week-end. Et pourtant, il était très heureux et il veut donner l'exemple pour toute une génération. Je vous propose tout de suite de l'écouter au micro d'Ashraf Habib et Sylvain Rousseau. Je voudrais dire aux petits qui me regardent qu'il faut y croire. Il faut mettre des rêves tellement grands que ça vous fait peur et qu'il faut travailler très dur, il faut accepter de perdre, sinon on ne pourra jamais gagner. Et il faut vraiment accepter ça comme un challenge et le voir comme ce que ça fait partie de votre vie. Et j'y crois en vous, croyez en vous, on peut le faire. Voilà un message pour la jeune génération. Merci Clovis. On vous retrouve évidemment tout au long de la semaine et tout au long de cette quinzaine. Un vrai beau message pour cette jeune génération qu'il adresse. Surtout pour son pays qui en a bien besoin. Là, nous avons un athlète, vous savez, qui est très engagé dans sa réussite. À l'âge de 18 ans, il a décidé d'aller aux États-Unis pour parfaire sa technique de combat et sa technique d'escrime. Il est issu d'un pays qui a une véritable culture d'escrime. La Tunisie est connue pour ses champions et il avait à cœur justement de pouvoir gagner une médaille pour devenir en fait le deuxième Tunisien, escrimeur tunisien à remporter une médaille olympique. Il l'a fait et c'est un véritable bonheur et pour tout son pays qui en a bien besoin en ce moment. Ces Jeux de Paris, eh bien notre reporter Ludovic Defoucault, il a décidé de les vivre un petit peu différemment dans les coulisses. Pour ce premier épisode, il s'est intéressé à l'objectif affiché par Paris 2024, divisé par 2 l'empreinte carbone par rapport à la moyenne des Jeux de Londres en 2012 et Rio en 2016. L'occasion, par exemple, eh bien, d'essayer ces fameux lits en carton des athlètes. Regardez, c'est la carte blanche de Ludovic Defoucault. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des promenades des JO. Aujourd'hui, on va parler empreinte carbone, mais on va aussi essayer de prendre un cours de danse. C'est parti. Un gros paquet des émissions de gaz à effet de serre provient des chantiers de construction. Et comme Paris a eu moins à construire, c'est plutôt positif. Mais il y a encore plein de pistes et plein d'options à explorer pour atténuer l'empreinte carbone. Et pour en parler, on va ici, à la Maison des Canons. On est une association qui est basée dans le 19e arrondissement de Paris, qui compte une trentaine de salariés. Et aujourd'hui, on agit pour promouvoir une économie plus sociale, plus solidaire, plus circulaire. Et donc, dans le cadre des Jeux, on a porté un programme qui s'appelle ESS 2024. Et ce programme, il a vocation à rapprocher les entreprises de l'économie sociale et solidaire des opportunités économiques des Jeux. Et cette exposition, elle démontre comment est-ce qu'on s'y est pris. Vous avez les briques qui ont été réalisées en terre crue. On a récupéré la terre excavée du chantier du Grand Paris Express et on l'a utilisée pour réaliser ces briques. Le clou du spectacle, c'est effectivement ce qu'on a pu beaucoup retrouver ces derniers temps sur les réseaux sociaux. C'est le fameux lit en carton utilisé par les athlètes. On peut l'essayer, le lit ? Bien sûr, bien sûr. Vous voulez que je vous filme dessus ? Ah ouais, je veux bien, ouais. Petite lumière pour le lire. Sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de gens qui disaient « Oh là là, les matelas, ils sont trop durs et tout !» Donc on va regarder. Ah, en vrai, ça va, hein. On va faire la danse des Jeux maintenant. Oui.
Bravo. Archer, foot, haltérophilie, basket et après petit pas comme ça. Et c'est terminé. Bravo. Elle est sympa cette carte blanche de Ludovic Defoucauld qu'on retrouvera lui aussi tous les jours jusqu'à la fin de ces jeux qui sont aussi, Sylvain Henry, à suivre dans les colonnes de nos confrères du journal La Croix, des reportages, des portraits à lire, des interviews que vous retrouverez chaque jour dans votre quotidien partenaire de France 24 pendant cette quinzaine olympique. Merci Sylvain Henry. Merci à vous. On se retrouve demain. Avec grand plaisir, je serai là. Avec d'autres médailles à commenter. J'espère. Allez, à demain. Bonne soirée à tous.